bonjour Emmanuel. Merci d'être avec nous dans une période un peu tourmentée, on va dire. Je pense que vous suivez tous l'actualité, mais c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui, du groupe Casino. Et on voit encore que ça continue à bouger parce que pendant que certains regardent le groupe Casino, il y a Carrefour qui va racheter Cora. Voilà, et Match, on l'a pas vu venir celui-là. En tout cas, on est ravis de t'avoir avec nous. Juste nous dire un mot sur ton parcours avant de te retrouver à la tête du digital du groupe Casino. Juste avant, c'était Cdiscount, donc qui avait été racheté par le groupe Casino, ce site en ligne. Mais tu es un spécialiste des systèmes d'information, tu es un spécialiste des flux logistiques. Voilà, et ça t'a poussé tout naturellement vers le digital? Oui, c'est ça. Alors très rapidement, moi j'ai fait toute ma carrière dans le retail. J'ai commencé il y a 28 ans. J'ai fait du magasin, de l'entrepôt, de la supply. J'étais directeur des systèmes d'information à l'étranger, directeur supply chain. Dans l'alimentaire au départ. Et le gros changement pour moi, ça a été de la bascule chez Cdiscount, dont j'ai pris la direction en 2008. Je l'ai dirigé pendant 15 ans. Et l'enjeu, ça a été de basculer une entreprise qui était une entreprise commerçante en une entreprise de technologie. Et ça a été une formidable aventure. On va parler d'IA après. Oui. On avait 70 ingénieurs, développeurs quand je suis arrivé. On en avait 700 il y a 2 ans. Et on s'est mis à l'IA, au machine learning, deep learning dès l'année 2015-2016 en fait. Oui. Donc, et on avait mis beaucoup de gens là-dessus. Alors justement, qu'est-ce que ça signifie l'IA dans l'e-commerce? J'imagine que c'est à tous les niveaux, que ce soit dans la gestion des stocks, le parcours client, voilà, la recommandation client. Alors, déjà, ça c'est complètement vrai, je vais y revenir. Le premier sujet, en termes de définition, parce que derrière IA, on met énormément de choses, nous on avait dit IA égale deep learning. Ouais. C'est-à-dire tous les sujets de réseaux neuronaux qui nous permettent d'avancer beaucoup plus vite sur toute une série de sujets. Et donc on est allé chercher des algorithmes qui sont en open source globalement, alors chez Microsoft, chez Google ou chez Facebook, et on les pré-entraînait. On a commencé dès 2015-2016 à les entraîner, et donc on avait pris toute la chaîne client, tout le parcours client, depuis l'acquisition client en ligne sur les moteurs de recherche jusqu'au paiement du client et au service client, et donc on avait tout découpé, et on avait dit où est-ce qu'on peut mettre de l'IA. Donc tu peux en mettre, il y a à peu près une dizaine d'étapes dans lesquelles tu peux mettre de l'IA pour améliorer ton processus client. Et puis le deuxième sujet, c'était les économies en fait. Ça, c'est le sujet qui va inquiéter beaucoup de monde, mais qu'il faudra prendre de manière intelligente et je veux dire, posée. C'est comment est-ce qu'on va gagner de la productivité dans les organisations. Xavier en a parlé, ça va révolutionner toute une partie des organisations. Tu te sens déjà au niveau des développeurs, on a parlé tout à l'heure dans la table ronde, on parlait de ce métier de développeur qui est en train de se transformer. On aura cet après-midi l'un de tes concurrents Auchan qui viendra parler, qui lui dit qu'il est en train de basculer ses applications dans le cloud. Une partie du développement, c'est fait par de l'IA. En fait, on voit 2 métiers qui sont totalement impactés. Il y a les métiers de service client, où très très vite on se dit que ça peut diviser par 2, par 3 les effectifs dans ces services-là. Donc il va y avoir un sujet de formation, d'adaptation, de reconversion qui va être fondamental. Et le deuxième sujet, c'est toute la partie code et développeurs. La littérature dit aujourd'hui qu'on peut gagner 50% de productivité. Les spécialistes disent même qu'on peut gagner, qu'on peut diviser par 5, par 7. Et augmenter fondamentalement les productivités. Donc là aussi, il va y avoir de l'adaptation, il va y avoir de la formation. Et ça va être un enjeu majeur. C'est-à-dire comment on s'adapte et comment on adapte les organisations à cette révolution. Parce qu'on est obligé de la prendre, la révolution. On ne peut pas la contourner ou l'éviter. En plus, dans le monde du retail, on est très challengé par un certain Américain, Amazon notamment, qui met beaucoup de moyens aussi dans ce domaine-là. Quel type d'application te marque, t'ont marqué aujourd'hui dans ce que vous développez chez Casino? Alors en fait, à la fois pour le e-commerce et à la fois pour les magasins, on est reparti des fondamentaux. Il faut juste qu'on ait tous en tête que le client vient dans un magasin faire ses achats ou sur Internet avec un ordre de priorité très clair, qui est: est-ce qu'ils ont le produit? Est-ce que le prix est correct? Et est-ce qu'ils ont le service? Et c'est vraiment dans cet ordre-là que le raisonnement se fait. C'est évident, c'est-à-dire s'il n'y a pas le produit, la question du prix et du service ne se pose pas. Et donc, si je prends l'exemple du produit, en magasin, c'est: est-ce que le produit est disponible? Est-ce qu'il y a des ruptures? Est-ce qu'il est en rupture ou pas en rupture? Ce qui est le sujet fondamental de tous les hypermarchés et tous les supermarchés. Et donc là, en magasin, ça a été de l'IA dans les systèmes d'approvisionnement, dans les calculs de réapprovisionnement. Et ça a été notamment ce que fait Monoprix, des caméras dans les étiquettes électroniques qui filment les rayons et qui disent ces produits sont en rupture, qui reconnaissent les produits et qui disent ces produits sont en rupture, en rupture, en rupture. Il faut absolument s'en occuper en temps réel. Et après, sur Internet, qui est un sujet un peu différent. Sur Internet, vous avez des centaines de millions de produits. Donc le produit, il y est systématiquement. Le sujet pour le client, c'est de le trouver. Et donc là, les priorités, ça va être les sujets de moteur de recherche.
et les sujets de personnalisation. Donc on a mis l'IA dans les moteurs de recherche et on a mis l'IA dans les personnalisations parce qu'il fallait absolument que le client puisse trouver le produit qu'il cherchait. Aujourd'hui, tu l'as dit, tu es arrivé il y a plusieurs années donc chez Discount, 70 développeurs, tu as monté l'équipe à 700 développeurs. Tu travailles beaucoup aussi évidemment avec l'externe. Comment ça se passe pour un groupe comme Casino pour travailler justement avec ces startups? Parce qu'on est obligé d'aller avec ces startups dans la livraison, avec les fintech, dans le durable aussi. Enfin, il y a tout un écosystème qui est en train de se créer autour des acteurs du retail, de la grande distribution. Ça, c'est fondamental, les startups, parce qu'elles nous permettent à la fois d'avoir accès à des savoir-faire qu'on n'a pas, et elles permettent de se challenger aussi par rapport à des choses qu'on faisait en interne. C'est ces deux objectifs-là. Et donc, on a lancé il y a 4-5 ans un plan dans lequel on avait dit on va screener toutes les startups de France. On avait mis en priorité les Françaises. On avait à peu près 500. Et on a signé globalement des contrats ou des partenariats avec plus de 100 d'entre elles. Mais le sujet était absolument critique dans le délai qu'on se donnait pour avancer avec elles. Parce que les startups, elles ont une contrainte majeure qui est le temps et le cash. Et globalement, si vous leur dites que ça va durer plus de 3 mois, elles vous disent merci, on va aller voir quelqu'un d'autre. Et donc l'enjeu qu'on a eu, c'était comment on a des API et des connexions simples pour leur permettre de jouer dans le bac à sable. Et deuxième, c'est comment juridiquement on ne les emmène pas dans notre enfer juridico-financier des grosses boîtes qui veulent se blinder et se protéger systématiquement, et comment on a quelque chose qui est souple. Et donc on avait un système, on avait une méthode qui permettait de commencer à travailler avec elles très très rapidement. Et on a gagné d'ailleurs en 2016 un prix qui s'appelle David et Goliath, qui était le prix de qui est la meilleure entreprise qui collabore le mieux avec les startups. Mais si vous voulez bosser avec des startups, et en tout cas pour les startups qui veulent bosser avec des grands groupes, les deux sujets que vous devez demander, c'est ceux-là. C'est est-ce que vous avez des API pour vous connecter? Et est-ce que juridiquement, vous avez quelque chose de simple? Et il faut demander à être payé. Il n'y a pas de travail possible avec un grand groupe sans qu'il vous paye. À chaque fois, en plus, pour les grands groupes, on est sur des montants modiques. On parle de 10 000, 20 000 euros à chaque fois pour faire des tests. La gratuité, ça n'existe pas. Il faut être payé. On a beaucoup parlé de ChatGPT encore à l'instant avec Xavier. Comment, toi, tu vois cette technologie s'intégrer dans la vie, la société de tous les jours, et puis plus particulièrement dans cet univers de la grande distrie? Pour moi, ChatGPT, c'est une révolution dans l'IA, à deux titres. Quand on voit ce que ça réalise, c'est quand même sacrément bluffant. Et le deuxième, c'est le niveau de simplicité. C'est-à-dire, tout le monde peut y aller et c'est accessible à tout le monde. Pour moi, l'enjeu, il est la mise à l'échelle, en fait. C'est facile que chacun y aille, tout autant qu'on est, pour faire des prompts et pour avoir des réponses. Le sujet, c'est dans une entreprise, comment vous mettez l'utilisation de ChatGPT à l'échelle. Et là, nous, on a eu deux priorités. La première, ça a été de monter ce qu'on appelle les orchestrateurs. Tout à l'heure, Xavier en a parlé. C'est un module, une intelligence qui va, entre votre système d'information et ChatGPT, faire la conversation. Parce que ChatGPT a besoin d'informations. Et votre système d'information a besoin de ChatGPT pour faire la synthèse et pour répondre aux clients, notamment sur toutes les parties service client. Et le deuxième sujet, c'est les LLM. Donc, c'est les algorithmes qui sont à l'intérieur de ChatGPT qui font le travail qui a été montré tout à l'heure. Et ces LLM, ils sont spécialisés en fait. On ne peut pas utiliser un LLM pour absolument tout faire parce que quand vous avez des mises à l'échelle, vous avez des modèles. Je prends un exemple. Quand on a une marketplace chez Cdiscount, on crée 1 million de produits par semaine. L'enjeu de la création de ces produits, c'est le classement des produits dans les bonnes catégories. Parce que si vous ne classez pas correctement les produits dans les bonnes catégories, les moteurs de recherche ne savent pas retrouver le produit. Et évidemment, vous classez le produit, des fois vous avez 3 mots, une photo, il faut classer dans les casseroles avec les casseroles, les voitures avec les voitures. Les LLM, on en a testé plusieurs, c'est très complexe parce qu'il faut classer plusieurs centaines de milliers de produits par jour. Et en fait, on commence à avoir des sujets de performance. Et quand on creuse, on s'aperçoit qu'en fait, on n'a pas suffisamment spécialisé nos travaux. Et donc, on se retrouve dans des sujets très profonds de spécialisation des LLM. Les LLM, c'est les algos de deep learning qui sont dans modèles de langage, ouais, les modèles de transformers. Et les orchestrateurs et LLM. Le sujet de la mise à l'échelle, il est important. On n'en parle jamais. On parle toujours de l'éthique, et c'est fondamental. On parle toujours de comment on se protège, on fait attention. Mais l'enjeu des boîtes européennes, c'est de porter ChatGPT à l'échelle dans leur organisation. Parce que c'est là que vont se faire les améliorations pour le client et c'est là que vont se faire les améliorations de productivité.
Alors, je pense que la question, est-ce que ça va permettre de sauver le groupe Casino? Je crois que c'est plus un sujet financier hein, que technologique. Oui. Oui. Mais la question, derrière ce qu'on peut voir comme question, c'est de dire, est-ce que ces technologies, alors tu l'as dit, ça va améliorer, est-ce que ça ne met pas en danger le modèle de ces grandes, d'une façon générale, hein, de ces grandes surfaces, ce lien avec le e-commerce? On voit quand même qu'avec le Covid, on a quand même beaucoup changé nos modes de consommation. Alors on va toujours acheter, on va sur les sites, mais voilà, est-ce que ça peut transformer un peu cet univers de la grande distrie? Alors, évidemment, ça va le transformer, même si c'est un univers qui est quand même très protégé parce que c'est un univers physique. Ouais. On vient dans les magasins, on achète des produits physiques. Et on s'aperçoit que le e-commerce n'a pas tout renversé. Il a pris entre 20 et 30% de certains marchés, mais pas plus. Parce que le physique est encore fondamental. Moi, mon point, il est plutôt que ça va renverser tous les business. À la fois en back-office et en front-office. Et donc, le sujet n'est pas est-ce que c'est utile, pas utile, est-ce qu'il faut y aller, pas y aller. Le sujet, c'est il faut y aller. 2, on pose souvent la question de comment on y va. Et je dis, c'est super simple. Vous embauchez 4 personnes sur le sujet et vous les embauchez et vous allez très vite leur trouver du travail à faire. Mais commencez par mettre des équipes parce qu'il n'y a pas de sujet qui avance sans équipe. 3, et ça c'est le piège, vous choisissez 2 ou 3 sujets et pas 10. Parce qu'en fait, le sujet est tellement puissant que vous pouvez tout adresser. Et si vous adressez tout, vous allez vous planter parce qu'en fait, vous n'allez pas prioriser. Donc vous en prenez que 3 qui sont les fondamentaux de votre entreprise. Vous mettez une équipe de 4 personnes et vous lancez ça. Avant de vous poser la question de recenser tous les use cases de la société, avant de vous poser des questions juridiques, allez-y et vous réfléchirez après. Parce que on est déjà très en retard sur les États-Unis, en fait. Donc il faut vraiment... Et c'est un sujet collectif. Il faut vraiment qu'on avance tous très vite. Quand tu dis... Et je rajoute juste les 4 personnes que vous recrutez, vous les enchaînez aussi, parce qu'il faut déjà les trouver, parce que là, les compétences aussi, c'est une autre histoire. Ouais, alors il y a ça. Je dis 4, mais ça peut démarrer par 1. Ouais. Enfin, ça commence à 1. En avoir un qui commence à apporter la bonne parole. D'ailleurs, est-ce que parfois on cherche le candidat ou l'équipe candidate idéale? Est-ce que grâce à ChatGPT, qui est une certaine démocratisation de l'AI pour le grand public, mais aussi pour les développeurs, est-ce que tu te dis, tiens, les prochains développeurs que je vais recruter, peut-être que je les prendrai à un niveau un peu moindre, parce que je sais qu'ils vont s'améliorer via l'IA? Alors, il y a ça, mais le sujet, ça va pas. Le sujet, c'est pas de refaire ChatGPT. ChatGPT fonctionne très bien. Évidemment, il y a des boîtes qui vont avoir besoin de faire du machine learning en parallèle, du deep learning en parallèle de ChatGPT. Le sujet, c'est un sujet de méthode. Et le sujet, c'est un sujet de comment on construit les orchestrateurs. C'est ça. ChatGPT, il a déplacé le problème. Jusqu'à ChatGPT, il fallait avoir des équipes qui faisaient du machine learning, du deep learning, et on était seuls. ChatGPT, ici, il a démocratisé le sujet. Donc le sujet, c'est comment méthodiquement vous l'intégrez dans votre système, en fait. Et je discutais avec les gens de Monoprix, qui font partie du groupe. Monoprix, c'est quand même... Il ne nous vient pas à l'esprit que Monoprix est en lead sur ces sujets-là. Ils ont énormément avancé, et en fait... chaque membre du COMEX a mis dans son plan une dimension IA. Les RH, tout le monde. Et ça commence par là, en fait. Dernière question, Emmanuel. Tu parlais des États-Unis, justement. Quand tu dis qu'ils ont beaucoup d'avance, ils ont beaucoup d'avance parce qu'ils ont investi beaucoup plus, parce qu'ils sont en avance de technologie, voilà, ils sont plus au contact peut-être de start-up encore plus avancées. Toutes les boîtes d'IA sont américaines, enfin des très grosses boîtes d'IA sont américaines, OpenAI, Microsoft, Google, et il y en a d'autres. Nous, on lance, mais on est en retard. Et en fait, au-delà de ça, moi je pense qu'on ne peut plus avoir de dirigeants, quelle que soit la boîte, qui n'ait pas une culture technologique. C'est plus possible. Dans le monde de 2023, on ne peut plus dire la technologie, c'est pas moi, c'est mes équipes. Ça ne veut pas dire être un pro de la tech et tout connaître, mais ça veut dire comprendre ce qu'on va vous dire. Et chaque dirigeant doit avoir cette sensibilité-là. Et d'ailleurs, il y a un article dans les Échos avant-hier qui relève ça en disant il y a une culture technologique en Europe qui est très décalée par rapport à celle des États-Unis. Et selon eux, ça expliquerait une partie du retard qu'on aurait sur ces sujets-là. Mais il y a toujours quelque chose qui m'avait marqué il y a plusieurs années. Un général de l'armée américaine, dans une conférence, qui m'avait dit, vous savez, parce que je lui disais, est-ce qu'on pourra résoudre tel ou tel problème? Il dit, nous, peut-être pas, mais la techno, oui. Et je voudrais que tous les spirits américains est dans ce qu'il m'avait répondu. Emmanuel, merci infiniment d'avoir été avec nous.